La GPA, elle commence en 1994. Il y a des personnes qui se mettent à se faire payer pour porter des enfants d'autres personnes. Très vite, elle est interdite en France. Si vous voulez, dans les années 90 à 94, il y a du flou et bon, ça commence. 94, le premier pays à l'autoriser, c'est Israël. D'où ça vient? Ça vient des recherches sur tout ce qui est génétique, embryologie, procréation artificielle, fécondation assistée. Et tout ça, ça vient encore d'où? Allez, je vous dis tout de suite les trucs les plus croustillants. Bon. Pensez, année 1940, un médecin juif autrichien. C'est comme ça qu'il est défini par Wikipédia dans sa version en anglais. Un médecin juif autrichien qui habite en Angleterre. Sa femme possède une clinique de fertilité et il fait de l'insémination artificielle comme on fait depuis les années 1880 sur les animaux d'élevage, les vaches et les juments en particulier. Et donc ça commence, l'insémination artificielle pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Années 70, ce docteur qui s'appelle Berthold Wiesner, il est dénoncé par un de ses fils. C'est lui qui fournissait le sperme pour sa clinique de fertilité. Il garantissait aux dames de sa clientèle qu'il avait des donateurs de sperme qui étaient des gens, des étalons formidables, avec des qualités surhumaines, en particulier intellectuelles. Bon, ben, c'était lui-même, donc il savait de quoi il parlait. Bon. On calcule qu'il en a probablement fait entre 600 et 1000, des enfants comme ça. Il n'a jamais été jugé parce qu'il est mort, sa femme aussi, ils avaient détruit toutes leurs archives. Et les enfants nés qui ont pu savoir donc d'où ils venaient. Donc ça a commencé par un fils qui, avec les histoires maintenant de reconstitution de l'ADN, etc., a pu arriver à retrouver qui était son père, le donateur anonyme. Bon. Ça a commencé comme ça. Bon. Mais si vous voulez, tous ces enfants qui ont pu se dire, tiens, je suis le fils de quelqu'un de très intelligent qui habitait dans le coin, qui était médecin, qui avait une clinique de fertilité, eh bien, ils en sont fiers. Vous voyez ? Ils se disent, bon, c'est mon papa, il m'a pas reconnu, mais enfin, c'était un cerveau. Allez, je suis le fils d'un cerveau, c'est déjà ça. C'est mieux que rien. Bon. Donc, voilà l'origine. 1994, donc, Israël, aussitôt, légalise la GPA. Israël, en 2014, légalise la GPA pour les couples homosexuels. Aux États-Unis, il y a un processus chronologiquement parallèle, hein, ça suit de très près, mais dans certains États des États-Unis. Il n'y a pas de loi fédérale encore sur cette question. Donc c'est la Floride et la Californie qui sont en pointe pour accepter toutes ces innovations. Alors, les scientifiques qui savent bien comment est-ce qu'on fait ce processus disent pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait tout ça plus tôt? Parce qu'en fait, avec toutes les techniques qu'on a d'insémination artificielle sur les vaches et les juments, on aurait pu faire ça beaucoup plus tôt avec l'espèce humaine. Ils disent c'est pas très compliqué finalement comme bricolage. Eh bien, ils disent tout simplement il n'y avait pas de demande, c'est tout. Vous voyez? Il n'y avait pas de demande. D'où vient la demande? C'est que la stérilité est un phénomène galopant, en particulier dans les pays développés. Mais c'est une plaie. La fertilité masculine a diminué de moitié par rapport à ce qu'elle était il y a 50 ans. Et on nous cache les statistiques, les projections statistiques qui devraient nous dire, eh bien, écoutez, c'est très exactement dans 75 ans ou dans 200 ans que vous ne pourrez plus vous reproduire du tout. Mais au rythme où vont les choses, c'est peut-être dans 20 ans. Hein? Parce que cette stérilité, elle vient de phénomènes conjugués, d'intoxication par des tas de produits qui sont des poisons, c'est tout, et qui nous affectent à un niveau très très profond de l'organisme. Alors ça, c'est pour les hommes, et pour les femmes, le principal obstacle à la fertilité féminine, c'est que maintenant, on attend 30 ans ou 40 ans pour avoir des enfants, on s'est bourré de contraceptifs avant, on a eu 1 ou 2 avortements, et bien quand on se décide d'avoir des enfants, la machine ne veut plus. C'est tout. Bon. Alors, est-ce que la GPA a été inventée pour les homosexuels ou pas? Non. Elle est inventée pour les couples qui souffrent de leur infertilité quand ils la découvrent, c'est-à-dire quand c'est trop tard, tout simplement. Parce qu'avant, on croit toujours qu'on pourra faire des enfants. Hein, on croit, et puis après, pas de chance.
Et puis un Israélien, je suis désolée, c'est vraiment le pays qui est à la pointe de toutes choses, hein, je dis comme Manuel Valls, hein, je ne peux pas m'en détacher. Bon. Un Israélien de génie a créé le marché homosexuel de la GPA. Alors ce monsieur s'appelle Doron Mamet, vous pouvez le rencontrer sur Internet. Il a fait un film qui est en accès libre en français sur YouTube, qui s'appelle Bébé en kit, bien sous-titré en français. Doron Mamet est un monsieur qui vit en couple avec un autre monsieur. Tous les deux, ils ont décidé d'avoir des enfants. Ils ont fait une cuisine, ils ont mélangé leur sperme, gna gna gna, une horreur, tout ça à froid, bon, bref. Et puis, ils ont vu que ça marchait, et ils ont, je crois, 2 petites filles à l'heure actuelle. Bon. Et ils ont décidé, parce que c'était des gens qui travaillaient dans le marketing, ils ont décidé d'en faire un négoce mondial. Ils sont reconnus comme les inventeurs de Facebook, Google, c'est-à-dire tous les gens qui travaillent dans la dimension du marché Uber, marché absolument sans frontières, globalisation intégrale. Et ils ont tout de suite visé cela. Donc il leur fallait d'abord créer un marché. Parce que le marché des couples infertiles, hommes-femmes, c'est un marché, mais enfin, il est limité. Hein. Et puis c'est des gens qui ont des scrupules. Et puis les pauvres n'y ont pas accès, hein, ne peuvent pas s'acheter des enfants. Il n'y a que les riches, les très riches. Donc ils ont fabriqué le marché homosexuel. Ils ont dit, mais quand même, c'est incroyable, nous on a le droit, comme les autres, d'avoir des enfants. Et ça a marché. En tout cas, mais l'Inde a foncé là-dedans, ça marche très bien, la fabrication de bébés dans des usines, hein, où on enferme les femmes pendant 9 mois jusqu'à ce qu'elles lâchent leurs produits. Maintenant, la plupart des pays hein, qui font de la GPA se disent non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que c'est les peuples qui réagissent hein, et qui en veulent à leur gouvernement, qui disent mais enfin comment est-ce que vous pouvez autoriser une chose pareille? Alors c'est très bien, vous voyez, parce qu'il y a la corruption par les agences qui sont d'origine israélienne, hein, mais ça peut être des origines lointaines. Hein. Et puis, donc, les peuples qui rouspètent. Donc l'Inde maintenant, par exemple, elle dit non, on continue à faire de la GPA, mais seulement pour les couples hétérosexuels. La Thaïlande, qui était un pays plus extraordinaire encore que l'Inde, parce que c'est un pays où les structures de l'État, les structures de contrôle sont très faibles, donc c'était vraiment du grand n'importe quoi. Il y a eu un coup d'État militaire, la Thaïlande a dit non, c'est terminé, on n'en veut plus. Alors, il est certain que ça existe, mais plus au niveau légal. En Grèce, alors là, ils étaient contents, Doron Mamet et son copain, parce qu'ils ont dit la Grèce, la patrie de Socrate et Alcibiade, Platon, tous ces gens-là. Bon, alors là, on va faire un tabac, ça va être le grand marché des gosses pour couples homosexuels. Hein. On a toute la philosophie grecque derrière nous, la sculpture grecque, Phidias, tout le monde. Bon. Mais non, ils ont été obligés de faire marche arrière. Alors maintenant, la Grèce refait de la GPA, mais essaye de mettre des limites. Elle dit non, mais c'est seulement pour les résidents grecs, les résidents en Grèce. Bon, enfin, c'est pareil, hein. C'est pas difficile de se faire une petite attestation de logement en Grèce. Bon. Mais partout, vous avez des freins. Voyez ? Donc la Thaïlande, c'est fini, le Népal, c'est fini, l'Inde, piano. Le Mexique se défend, il y a 2 États au Mexique qui en font. Aux États-Unis, c'est une terrible bagarre dans chaque État, etc., etc. Bon. Alors, Il y a l'Afrique, non? L'Afrique. Oui. Alors, en Afrique, phénomène terrifiant. Il y a de la GPA brute de brute, c'est-à-dire qu'on rapte des jeunes femmes, on les viole systématiquement, on les enferme pendant 9 mois, on vend leur bébé, on leur dit allez fous le camp. C'est la GPA élémentaire. Hein. En Afrique, vous avez énormément, j'ai pas de chiffres, hein, mais du Maghreb et d'Afrique noire, de femmes qui font des GPA pour des Européens. Donc des Européens qui payent. Donc elles viennent accoucher en France. Et elles donnent le bébé et elles repartent. Elles disparaissent. Ça existe. Hein. Ça existe. Alors tout ça est bien caché puisqu'en France ce n'est pas légal. Donc on ne peut pas avoir de statistiques. Hein. Mais vous posez des questions du personnel hospitalier, en général les aides-soignantes, les gens qui sont pas très hauts dans la hiérarchie, ils vont vous dire oui, j'en connais, j'en ai vu, je sais très bien.
Donc ça fait partie des choses qu'il faut dire, qu'il faut faire savoir aux gens. Les laboratoires israéliens sont fantastiques pour fabriquer des embryons, pour vendre des embryons, parce que tout ça c'est avec des cellules masculines et féminines congelées. Ensuite on fabrique un embryon qui est congelé et après on l'envoie en Inde ou ailleurs. Et puis après les parents acheteurs vont chercher le bébé, le produit, là où il a été fabriqué. Bon. Maintenant, je ne veux pas aller m'étendre trop longtemps, il faut que tout le monde puisse parler. Les obstacles. Pourquoi est-ce que notre combat contre la GPA n'est pas sûr du tout de gagner malgré notre passion, notre indignation? Alors, avec la stérilité galopante, il y a aussi l'homosexualité galopante. C'est un fait. Si ce petit lobby LGBT est tellement dynamique, tellement agressif, mais c'est parce que vraiment beaucoup de jeunes gens n'arrivent pas à s'intéresser au sexe opposé. Et c'est normal, si vous voulez. À partir du moment où on a moins d'hormones vitales qu'avaient les générations d'avant, eh ben, c'est par faiblesse qu'on va se replier sur son propre sexe. Et naturellement, quand on a un déficit quelque part, ben, on va essayer de se justifier, de légitimer ce déficit. On va dire « Oh, mais c'est une affaire de goût, j'ai le droit ». Non, c'est que je ne suis pas capable, c'est tout. Je n'ai pas la force d'aller conquérir une femme, c'est difficile. Ou à l'inverse, etc. Des mauvaises expériences, des traumatismes, tout ça, bon, ça vous pousse rapidement à l'homosexualité, les déceptions. Les femmes qui demandent le divorce dès qu'elles ont un gosse, ben, c'est normal que les hommes disent « Attends, je ne vais pas prendre le risque, je préfère faire ma vie avec un tel qui est mon ami d'enfance, pas de danger, c'est autre chose. » Le droit contractuel, qui est en train de grignoter la jurisprudence dans tous les domaines. Autrefois, le droit, la justice, les tribunaux, c'était censé défendre la justice. Vous savez, cette dame qui a les yeux bandés et qui a une balance. Et comme elle a les yeux bandés, eh ben, elle ne peut être qu'objective et juste. Maintenant, ça n'a rien à voir. Toutes les législations, dans tous les domaines, vont vers le droit contractuel. C'est ce qu'on a vu avec la loi Macron pour le travail, c'est-à-dire, et juste ce qui ne perturbe pas l'ordre public et où on arrive à mettre les gens d'accord. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Ça, c'est la logique commerciale. La GPA est un business. Donc tout se règle à coup de contrat. Et les législations nationales sont dépassées. Elles invoquent toutes sortes de principes. On leur dit, allez vous voir, vous faire voir, c'est le passé. C'était autrefois. C'est terminé. Et c'est dans le monde entier. Bon, alors je ne veux pas être trop longue. Point numéro 3. Si on va en amont dans l'histoire, l'esclavage. Alors là, s'il vous plaît, si vous achetez mon livre, lisez bien le chapitre écrit par une petite association qui s'appelle Armada et qui réexplique ce qu'a été l'esclavage des Africains en Amérique, du nord au sud, du point de vue des Antillais actuels, qui n'est pas le point de vue des gens que je vois en face de moi. Le vécu, si vous voulez, la mémoire de l'esclavage, ça fait autre chose que votre sensibilité, enfin celle que je suppose habituelle parmi vous, de dire, attendez, j'ai aucune raison de payer pour 3 esclavagistes qui ont embauché des nègres à l'époque de mes arrière-grands-parents. Du point de vue noir, la mémoire de l'esclavage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on sodomise, on viole, on casse la dignité des gens, en particulier par la sodomie. Ça, c'est très important. Les maîtres, ils abusaient des femmes et ils abusaient des petits garçons. Et c'était systématique. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient des produits, des viols, des enfants, des femmes qu'ils avaient engrossées? Eh ben, ça faisait des nouveaux esclaves. Alors ça, c'est le cas le pire qui a été très développé aux États-Unis. Les pays protestants ont été plus cruels, plus implacables que les autres. Dans d'autres pays, là, plus la religion catholique était forte, plus ces choses-là ont été tempérées. Les maîtres ont libéré beaucoup de femmes avec qui ils avaient eu une aventure et qui finissaient par aimer. Libérer leurs enfants bâtards. Voyez ? Mais pour celui qui descend d'une famille où il sait qu'il y a eu de l'esclavage et qu'il est quelque part le descendant d'un enfant non reconnu par son propre père, eh ben ça c'est une douleur qui ne se pardonne pas facilement, voyez. Donc la mémoire de l'esclavage, elle est très importante pour comprendre comment raisonnent les esclavagistes. Les gens qui vendent de la GPA, ce sont des trafiquants d'êtres humains. Alors il faut revenir sur ces mécanismes-là pour voir comment raisonnent
ces gens-là. Ils mettent en esclavage des femmes, esclavage provisoire, mais c'est la nouvelle définition de l'esclavage, ça tous les juristes français sont d'accord et ont beaucoup travaillé là-dessus, hein. L'esclavage est toujours interdit, même dans ses nouvelles formes. On a aboli certaines formes d'esclavage, mais l'esclavage il se reproduit lui-même, il y a de nouvelles formes d'esclavage. La femme qui loue son ventre, qui vend son bébé, ben, c'est une esclave, parce que pendant un moment, elle n'a plus disposé de son propre corps. On a abusé de son corps, vous voyez, entièrement. Et l'enfant aussi, il naît esclave, puisqu'il a été acheté. Ce n'est plus un être libre. Et cet enfant, eh ben, il pourra être revendu. Alors ça, c'est pas marqué dans les contrats. C'est pas marqué dans les contrats, bien sûr. Mais ça, vous pouvez le comprendre par la psychologie des gens. Même les parents qui adoptent un enfant, l'enfant devient insupportable quand il est adolescent. Les parents cherchent à s'en débarrasser. C'est très fréquent, et c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle il y a de moins en moins d'adoptions. Parce que l'adoption est généralement un échec. Il y a un moment où ça casse. Bon, ben, des enfants qui ont été achetés à l'origine, ben, il y a un moment où ils vont dire non, je ne marche pas dans votre combine. Et il va être odieux avec ses parents, il va être pire que Dieu. Alors, dans l'histoire, je dis qu'il faut aussi faire un chapitre spécial qui reste à écrire sur la bêtise des femmes. Les femmes, elles ont été féministes, elles se sont battues pour leurs droits, pour leur autonomie, pour en finir avec toutes sortes d'abus. C'est très bien. À toutes les époques, vous savez, il y a du féminisme. Hein. Il y a eu des époques féministes au Moyen-Âge, à la Renaissance. Ça repart au XIXe siècle, c'est ce qu'on connaît le mieux. Hein. À mon avis, si vous voulez, le féminisme, il est toujours nécessaire. Hein. Parce que c'est comme dans une basse-cour. Hein. Le coq aura toujours tendance à abuser de la poule. Bon, ne soyons pas bêtes comme des poules, de temps en temps, disons stop. Mais l'erreur historique, vraiment, qui à mon avis est le comble de la stupidité, c'est l'alliance avec le mouvement homosexuel. Comme si les deux combats avaient quelque chose à voir. Ils n'ont rien à voir. Les homosexuels hommes sont des gens qui n'aiment pas les femmes. Ils ne vont pas leur faire de cadeaux. Alors, premièrement, on est bien content qu'ils ne veuillent pas vous violer, d'accord, de ce côté-là, on est tranquille. Mais après, mais ça reste des hommes. Ils vont essayer d'abuser de nous. La GPA, c'est l'idée qu'il faut faire des enfants en se passant des bonnes femmes complètement. On n'a plus besoin d'elles. Alors, on veut bien leur faire un chèque. Maintenant, tu accouches, tu me le donnes et toi, je ne veux plus entendre parler de toi. Enfin, c'est scandaleux, c'est monstrueux. Et les féministes se sont alliés avec ces gens-là. Hein, je parle des gens du lobby GPA. Il y a des tas d'homosexuels qui sont des gens normaux et gentils. Mais dans le fond, si vous voulez, il y a toujours cette tentation d'abuser d'un certain pouvoir. D'accord ? Alors, moi, j'emploie beaucoup le terme d'homosexualisme, c'est-à-dire de tendance vers. C'est pas une question de pratique, c'est simplement de se dire, mais c'est mieux que la mécanique normale de complémentarité des sexes. Un autre terme que je trouve qu'il faudrait beaucoup développer, c'est le sodomisme. Même chose, c'est l'idéologie disant, à partir du moment où on peut faire un acte sexuel à l'envers de la nature, on peut aller plus loin et faire encore plus de choses à l'envers. Faire des tas de choses à l'envers. C'est ça le sodomisme. Dans la légende de Sodome et Gomorrhe, ce que Dieu punit, ce n'est pas un acte physique particulier parce que à cette époque-là, à l'époque de la rédaction de la Bible, c'est-à-dire des millénaires et des millénaires, on était pudique, c'est pas comme maintenant, on ne décrivait pas les choses. Les choses étaient comprises à demi-mot. Dieu, nous dit la Bible, punit les habitants de Sodome et Gomorrhe du péché d'orgueil, c'est-à-dire d'avoir cru qu'ils étaient tout-puissants, qu'ils pouvaient tout faire à l'envers de l'humanité. Alors c'est pour ça que je vous dis, ça n'a rien à voir avec le féminisme. Et il faut absolument casser cette alliance entre féminisme et homosexualisme. En amont dans les mythes. Alors, le mythe de Sodome et Gomorrhe, évidemment, c'est une création juive, hébraïque. Bizarrement, Israël a décidé que ce mythe n'existait plus. Il faut le ressortir tout le temps. Non, Dieu punit Sodome et Gomorrhe. Une cité qui se laisse gouverner par des sodomistes est une cité condamnée, qui périra par le feu. C'est fatal, c'est mécanique, c'est naturel. Parce que la stérilité ne peut produire que de la stérilité. Et la stérilité, c'est pas seulement un phénomène physique, c'est un phénomène mental. Donc on peut faire de la caricature d'engendrement, vous voyez, à partir du sodomisme. Mais ce ne sera jamais que de la caricature, ce ne sera pas de la vraie reproduction. La vraie reproduction, c'est celle qui épouse la nature, qui dit, pour faire des enfants, il faut avoir un minimum de compréhension avec les femmes. Bon. Alors, mythe fondamental pour nous, celui de Frankenstein. C'est ça le mythe qui décrit le phénomène de la GPA. Le savant fou
qui décide de faire une créature à partir de morceaux de cadavres, vous voyez, en découpant des gens, en les mettant en pièces. C'est ça la GPA, hein, puisqu'il s'agit de dire, oh ben, une maman ça compte pas, on va en prendre une qui va me donner des ovules, une qui va porter le bébé 9 mois, un peu moins d'ailleurs, vous savez, parce que ça finit toujours par césarienne, parce que comme ça, le client peut prendre son billet d'avion d'avance, savoir pour quelle date ce sera, et puis la maman qui est censée accoucher, eh ben, elle ne risque pas de dire « mais c'est mon bébé, je veux le garder ». Avec la césarienne, paf, coup de massue d'anesthésie générale, quand elle se réveille, le bébé est parti. Ah oui, alors là je vous signale, hein, Farida Belgoul est quelqu'un qui a joué un rôle fabuleux en 2013-2014 en tant qu'oratrice. Moi j'ai été bouleversée le jour où je l'ai entendue dans une émission ressortir l'histoire d'Adam et Ève. Personne en France n'a le culot pour traiter d'un problème de GPA ou de mariage pour tous, n'importe quoi, de dire mais enfin Adam et Ève, mais c'est fantastique. Il faut revenir aux fondamentaux, aux mythes les plus élémentaires que personne ne peut récuser. Ce sont des mythes, mais des mythes qui expliquent tout, qui ont de la force. Alors, avec le mythe d'Adam et Ève, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a aussi le mythe de Lilith qu'il faudrait remettre en circulation. D'après, vous voyez, les traditions juives, il y a 2 créations de la femme. La première création de la femme, c'est Lilith, c'est une femme faite de boue, d'argile, comme Adam. Et c'est une femme monstrueuse. Donc elle est ratée, elle n'est pas bien. Donc Dieu en fait une autre, et celle-là, il la tire du rêve d'Adam. C'est quand Adam est endormi que Ève sort de sa côte. Mais elle sort de lui comme son rêve, c'est très beau comme idée. Alors Ève, elle est bonne. Et vous savez que les musulmans ne considèrent pas qu'Ève soit la calamité de l'humanité. Au contraire, ils parlent de sainte Ève et de saint Adam. La méchante, c'est Lilith. C'est Lilith qui s'est transformée en serpent. Donc Lilith, c'est la tentation d'Ève. Vous voyez, mais c'est ce qu'Ève n'est pas. Ève, elle reste pure, elle reste bonne. Donc Lilith, c'est la femme qui a décidé d'abord de goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire qui se croit toute puissante, qui est prête à aller dans tous les excès, érotiques entre autres, lubriques et toutes les malfaisances. Et c'est celle qui va former les autres aussi au péché. Bon. Donc là, la femme funeste, la Lilith, eh ben, voyez-la si vous voulez dans les mouvements LGTB, mais repérez-la. Il y a Ève, qui peut être très bonne, ou en tout cas qui peut être rachetée, qui est vraiment la mère de l'humanité, et il y a Lilith, qui est la calamité à repérer, à sortir de là. Sur beaucoup de sujets, une fois qu'on a fait le tour des questions scientifiques, des scandales, etc., on retombe sur des évidences très simples. Et franchement, là, c'est une sentence de La Fontaine, une morale de sa fable la plus connue d'ailleurs, qui revient comme une sorte de clé pour déchiffrer tout ça. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Les femmes et les jeunes sont habitués à ce qu'on les flatte en permanence. Bon, et elles et ils, les jeunes, se laissent avoir par cela. C'est la flatterie qui nous rend idiots.